Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes assez nombreux pour cette conférence, donc je vais vous signaler les sièges de libre, comme ça les personnes qui sont derrière pourront rentrer. Donc vous avez, pour les hôtesses aussi pour vous guider, un siège ici, un sur la 3e rangée, donc la 4e, la 3e, sur la 3e avant la fin de l'amphithéâtre, vous en avez aussi. Et est-ce que j'en vois d'autres? Là, non, ça y est, il est pris. Je pense que vous pouvez aussi vous asseoir par terre si ça ne vous ennuie pas. Je ne voudrais pas que vous passiez toute la conférence debout. La salle est un petit peu plus petite cette année parce que d'habitude, on est au hall 5 et cette année, on est au hall 4, donc c'est un peu moins facile. Mais n'hésitez pas, on est entre nous, vous pouvez vous asseoir dans l'allée. S'il y a une urgence, vous laissez un petit passage, évidemment. Je vous rappelle qu'en Asie, tous les mariages se font assis par terre. C'est assez surprenant pour nous, Européens, mais c'est tout à fait commun pour eux, même dans les familles les plus riches, et notamment celle du Premier ministre. Je l'ai expérimenté récemment. Donc, je vous laisse vous asseoir. On va bientôt commencer, ça y est, ça marche bien. Et puis tout à l'heure, je prendrai une photo pour voir que ça se fait aussi en Europe. Très bien, je vous remercie beaucoup. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur les deux côtés de l'écran. Vous voyez, ça se passe. Et je recevrai les questions sur cette tablette. Je les prendrai à la fin de la conférence sur les 45 minutes d'échange que nous avons avec nos 4 speakers. Et ensuite, si vous avez encore des questions, on pourra les traiter, si vous le souhaitez, à la sortie de la salle, mais pas dans la salle parce qu'il y a une conférence qui suit, donc juste derrière. Donc, bienvenue. Je vais demander à tout le monde d'applaudir très, très fort les 4 speakers qui sont là, qui sont 4 femmes de la tech. Et c'est assez exceptionnel qu'on réussisse à avoir une table ronde 100% féminine dans ces domaines. Donc, je vous remercie de les applaudir très fort. Donc, j'accueille Sarah Thiermarche, qui est directrice générale de la Fondation EPIC. Si vous pouvez vous mettre sous les photos, c'est parfait. Morgane Lopez, qui est Digital Marketing et E-Commerce Director du Printemps. Héloïse Yoshida, qui est donc Communication Director pour le digital. Le micro doit être dessous, voilà. Et Web3 de Christian Louboutin, qui parle extrêmement rarement. Et Malaika Coco, qui est plus connue sous le nom de ces marques que vous avez sans doute déjà testées dans votre enfance ou récemment, qui sont Kiri, Babybel, Boursin. Et tu me rappelles la dernière, la vache Kiri. Tu as un micro, Apéricube. La vache Kiri et Apéricube. Et surtout la dernière, la dernière qui est dans le vegan. Oui, c'est ça. Nourish, notre nouvelle gamme végétale. D'accord, super. Et à tester, je pense, bientôt, ou à l'apéritif également. Donc, nous allons parler d'un sujet qui vous concerne tous, qui est effectivement le web 3, mais aussi les NFT, le gaming. On va essayer d'aborder le maximum de sujets, les super apps également, puisque c'était au programme. Mais vous savez, on ne va pas pouvoir tous les aborder. Je vais quand même essayer de tirer un maximum d'informations. Elles ont beaucoup travaillé, elles ont préparé des slides, donc on va aller à une vitesse accélérée, mais elles ont tellement d'énergie que ça ne va pas leur poser de problème. Donc je présente d'abord rapidement Morgane Le Printemps. Donc tu as vécu à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre. Tu peux nous présenter rapidement Le Printemps et ta carrière ? Bonjour à tous, ravie d'être là, merci Cécile. Donc moi j'ai 12 ans d'expérience dans le marketing et la communication sur des marques de luxe et premium. J'ai travaillé en agence mais aussi côté annonceur dans le groupe Richemont et aujourd'hui au Printemps. Et je m'occupe aujourd'hui de toute la stratégie marketing digital et e-commerce du site printemps.com dans un objectif d'omnicanalité et de driver du chiffre en ligne et en magasin. Merveilleux. Donc, Élise, toi, tu nous viens directement du Japon. Avec un petit détour, quand même. Avec un petit détour. Mais bon, tu parles surtout en présentation en anglais, donc je vais te laisser prendre la parole en français pour te présenter également.
Bonjour à tous, je suis ravie de voir qu'il y a autant de femmes dans cette salle, parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir des speakers femmes, mais aussi sur des sujets tech, d'avoir autant de femmes dans l'Assemblée, donc bienvenue. Moi, je vous parle aujourd'hui surtout de la problématique Web3. Mon parcours, c'est très longtemps dans le luxe, je n'ose plus dire combien d'années, notamment chez Chanel, chez Louis Vuitton. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je travaille pour la maison Christian Louboutin, mais je vous parlerai plutôt dans une optique assez généraliste sur les marques de luxe et leur relation au Web3. Merci beaucoup. Également, quelqu'un qui a un parcours très différent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir mélanger en fait un monde de luxe, de commerce, et on en est très fiers, notamment à l'international, mais également un monde qui a beaucoup de sens, et notamment dans la solidarité et de l'éducation. Et Sarah, qui est directrice générale de la Fondation EPIC, a consacré presque sa vie entière à développer des actions pour les bonnes causes, mais elle l'a fait avec ce côté tech et digital et réalité virtuelle, qui n'est pas forcément un mariage ONG et tech qu'on connaît d'habitude. Donc Sarah, on connaît surtout la Fondation EPIC par quelques domaines. Est-ce que vous connaissez la Fondation EPIC? Levez la main. Ah, pas tant que ça, donc tu sais ce que tu as à faire. Bonjour à tous, ravie d'être là. Merci d'être aussi nombreux. Effectivement, moi j'ai vraiment une carrière dans ce monde de l'innovation sociale et de l'entrepreneuriat social, avec la vraie volonté de connecter les écosystèmes. Au début, c'était corpo, et puis je me suis rendu compte évidemment que la tech était un formidable accélérateur qui devait se connecter aussi au monde de l'impact social. Ce que je fais effectivement depuis quelques années maintenant, à travers une start-up que j'ai montée en VR, et puis aujourd'hui avec la Fondation EPIC qui a été créée par Alexandre Mars, qui est un entrepreneur de la tech français, jeune philanthrope qui est revenu à Paris maintenant, qui a fait fortune dans la Silicon Valley, et qui a le mérite de garder un esprit entrepreneurial très fort et d'être proche de ce monde de la tech. Donc on continue d'innover ensemble sur la philanthropie, dans les NFT, je vous en parlerai. Je vous parlerai un peu de VR aussi si vous souhaitez, mais aussi du gaming, de l'e-sport, de tous les secteurs qui créent de la valeur, avec la question de comment on la redistribue, cette valeur. Merci beaucoup. Maintenant, à toi de te présenter, chère amie Malaïka. On t'a déjà vu sur les réseaux sociaux de e-marketing, donc je pense que vous la connaissez déjà, une petite vidéo qui a tourné depuis une semaine. Oui, bonjour, rebonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là, ravie d'échanger avec vous. Alors effectivement, il y a une petite vidéo qui a tourné qui montre une chose, c'est que le digital, c'est mon terrain de jeu depuis longtemps maintenant, depuis plus de 13 ans. Je viens du monde du sport à la base, notamment la FIA et Paris 2024. Et je suis arrivée dans l'univers food et j'ai eu l'occasion de développer des activations incroyables autour des marques dont parlait Cécile tout à l'heure. Et donc voilà, donc je suis ravie d'en parler avec vous ce matin. Merci Malaïka. Juste pour la technique, s'il vous plaît, il nous manque le minuteur. Donc je ne voudrais pas dépasser l'horaire. Merci. Parfait. Donc, on parlait de l'influence responsable et c'est effectivement un sujet très important. Donc vous n'êtes pas sans savoir l'actualité et bien sûr ce qui se passe, et peut-être qu'il y a des influenceurs dans la salle, levez la main. B2B, B2C, ou B2B, avec la brigade du web, merci d'être là. Donc en fait, on a beaucoup effectivement parlé. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est énorme, qui représente un chiffre d'affaires très important et qui est en train de se réguler. Et puis vous avez bien sûr vu le 24 mars la conférence de presse, donc avec notre ministre de l'économie et puis Olivia Grégoire, le ministre de la Tech, qui a expliqué comment ils veulent réguler. Et donc c'est en train de se propager très fort avec des choses qui sont juste classiques et en fait un comportement tout à fait normal, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est éviter, je pense, la défiscalisation et les influenceurs qui vont à Dubaï pour en fait adresser le marché français, et c'est pas tout à fait loyal. Donc on va en parler tout à l'heure avec l'influence. Alors certains m'ont demandé qui va parler de super app. Il n'y a pas de marques qui sont représentées en France, en tout cas sur les super apps, parce que c'est surtout un phénomène asiatique.
Et pour vous montrer, parce que tout le monde connaît WeChat en Chine, mais pour vous montrer un autre exemple, je vous parle de Line, qui est au Japon et en Thaïlande notamment. Et qu'est-ce que ça sert à quoi, les super apps? Ben, ça sert à vivre dans le monde aujourd'hui en Asie. C'est-à-dire que vous avez toutes les apps qui sont les apps classiques. Je vous montre l'exemple des États-Unis au-dessus, qui sont centralisées dans une seule app qui s'appelle Line, en Asie dont je vous parlais, ou qui s'appelle WeChat. Et en fait, on peut tout faire avec son téléphone. On échange bien sûr avec ses amis, on a la messagerie. On peut se connecter à son dossier médical complet sur l'app, sur son hôpital, prendre un rendez-vous, etc. Se déplacer. On peut également regarder les promotions des marques, les dernières vidéos de quartier ou Yves Rocher qui échangeait avec sa conseillère commerciale. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. On n'a pas de super app encore en Europe, mais je peux vous dire que Clarins en Chine ou d'autres utilisent énormément ces super apps. Donc à creuser, et notamment on pourra en parler l'année prochaine. Donc vous voyez la photo de la présentatrice lors d'une conférence sur Line. Donc le contenu, le loisir, O2O et FinTech. O2O, vous savez ce que ça veut dire? Levez la main. OK. Donc, pardon, vas-y. Online to offline. Exactement, online to offline, un vocabulaire qui est plus utilisé en Asie qu'ici. On peut le constater. On pourra en faire le thème d'une conférence l'année prochaine. Donc, je vais passer la parole à Morgane maintenant, qui va nous présenter ce qu'elle fait au printemps. Merci. Alors, donc, moi, aujourd'hui, je viens vous parler des sujets d'innovation et Web3 qu'on a entrepris au printemps depuis 1 an. Il y a 1 an, le printemps s'est repositionné, a changé de plateforme de marque pour une plateforme qui s'appelle Tout commence au printemps, où on vient proposer des expériences inédites et innovantes à nos clients en magasin, mais aussi sur le web. Donc, dans ce cadre-là, on a réfléchi à comment créer une première fois pour printemps en ligne. Et à ce moment-là, il y avait vraiment tout l'avènement des Web3, des NFT qui étaient en train de se développer gentiment. Avec 6 mois avant, Facebook, ils étaient renommés Meta. Donc dans ce cadre-là, j'ai réfléchi avec mes équipes à une expérience ludique, immersive et innovante qu'on a appelée le Virtual Store. Donc c'est un magasin, et je vais mettre la petite vidéo. C'est un magasin Haussmann immersif. C'est un magasin qui est onirique, poétique, dans lequel vous pouvez vous balader comme dans un jeu vidéo. Donc avec votre téléphone portable, il y a une fonction de gyroscope qui vous permet de vous déplacer dans l'expérience en regardant en haut autour de vous à 360. Et l'idée, c'est de proposer une expérience d'achat en ligne qui vous permet de débloquer un NFT, donc le Non-Fungible Token. Donc parmi les personnes ayant acheté dans ce Virtual Store, 30 ont été tirés au sort pour gagner un NFT unique qui a été co-créé avec Romain Froquet, un designer. Donc pourquoi on a fait tout ça? On avait vraiment envie de proposer à notre clientèle omnicanal et magasins une expérience et de démystifier l'univers du Web3. Aujourd'hui, on entend beaucoup de mots. Alors maintenant, depuis, ça s'est quand même beaucoup plus démocratisé, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on entendait NFT, Web3, métavers, blockchain, crypto-monnaie, on se demandait mais qu'est-ce que c'est, comment ça va, avec quoi, enfin comment on va pouvoir vivre avec aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va en faire d'un point de vue de marketeur. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est proposer une expérience didactique, une expérience pas à pas, où on vient prendre nos clients par la main. Nos clients, pour rappel, ils ont entre 45 et 55 ans, donc ce n'est pas vraiment l'audience première appétente de ces univers. Donc on a voulu leur faire découvrir une première expérience. On a fait des choix assez tranchés aussi pour ne pas qu'il y ait de barrière à l'expérience. Donc on a proposé une expérience dans un univers virtuel et non dans un métavers pour ne pas qu'il y ait de blocage dans la participation. On a repris les codes du Web3 avec cet univers gamifié, comme je le racontais, avec le gyroscope où vous pouvez vous balader. Il n'y a aussi pas de vêtements, on va dire, virtual fashion à vendre. Ce sont des produits physiques à vendre. Et un tirage au sort pour gagner un NFT et non pas l'achat du NFT via de la crypto-monnaie. Donc on a repris les codes, on les a simplifiés et on est resté sur une expérience accessible à tous.
Donc voilà, on a eu de très bons résultats puisque 80% de nos clients qui ont acheté dans le Virtual Store sont des clients omnicanaux et c'était leur premier achat. Donc en gros, on a réussi à rapatrier et à capter cette clientèle magasin et la moyenne d'âge des personnes ayant acheté dans le Virtual Store et ayant récupéré un NFT était environ de 45 ans. Donc on a réussi à embarquer ces personnes et à leur faire découvrir cet univers. Et environ 65% font partie de notre programme de fidélité. Donc ce sont des personnes qui nous suivent, qui aiment le printemps et qui avaient envie de vivre cette expérience. Suite à ça, il y a eu de nombreuses autres marques et department stores dans le monde qui se sont aussi lancés. Alors d'autres en parallèle du printemps, mais également depuis, on ne compte plus les exemples. Donc Lacoste avec son mini-monde également, Ralph Lauren, Bloomingdale's, Carolina Herrera. Donc voilà, toutes ces marques ont aussi saisi les opportunités de rendre beaucoup plus immersif, personnalisé et enrichi la navigation e-commerce et le commerce de demain. Suite à ça, le printemps continue sa petite tournée sur le Web3 puisqu'on s'est aussi lancé dans la digital fashion, dans un optique aussi de test and learn. On a vraiment envie de comprendre l'appétence de nos clients pour ce nouveau commerce. Donc la digital fashion, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des vêtements virtuels que vous pouvez acheter à des sommes plutôt modiques, puisque c'est en général entre 5 et 15 euros. Alors s'il y a des collaborations avec des marques, ça peut augmenter dans les 10 000, 20 000 euros. Je sais que Balmain a fait une collaboration avec Dressex sur des produits qui coûtaient à peu près 10 000 $. Aujourd'hui, nous, on est resté sur la marque propre, donc la digital fashion by Printemps. On a 3 collections. Et le principe, c'est d'acheter en ligne, vous envoyez une photo de vous et en 48 heures, vous recevez la photo de vous avec le produit porté. Vous pouvez la poster sur les réseaux sociaux. Ça a aussi, bien sûr, un enjeu de recruter une clientèle plus jeune et plus engageante. Et le dernier arrivé, c'est la digital fashion, mais version métavers, puisque aujourd'hui, nous avons fait un partenariat avec Decentraland et on a créé un skin. Donc, c'est cette petite robe ballon que vous pouvez voir, qui sert aussi bien, que vous pouvez aussi bien porter en digital fashion sur une photo, mais également sur Decentraland pour habiller votre avatar. Donc voilà, l'opération va juste de se terminer et aujourd'hui, on a environ 230 personnes éligibles à ce petit skin dans Avatar. Voilà. Merci beaucoup, parfait. Et moi, de mon côté, je me suis... Merci. Allez-y, côté de l'énergie positive. C'est vraiment un bel exemple et c'est pour ça aussi qu'il a été multes fois récompensé. Et félicitations Morgane et ton équipe d'avoir pris tout ça en main, sachant qu'en plus, vous l'avez fait beaucoup en interne. Tout à fait, ça a été complètement piloté en interne. Pour le Virtual Store, on l'a fait en 70 jours, donc c'était hyper intense. Et c'est vrai que le printemps prône vraiment l'intrapreneuriat, l'envie de tester, d'innover, de faire du test and learn, d'apprendre à capter des nouveaux modes de commerce, des nouveaux modes de communication avec nos clients. Donc voilà, on est sur cette roadmap Web3 et on verra jusqu'où ça nous portera. Et pour la petite histoire, moi j'étais au printemps à Paris il y a 1 an et je ne savais pas encore ce que c'était, donc je me suis permise de tester. Et je ne connaissais pas encore Morgane, je ne connaissais pas encore l'opération, mais j'ai retrouvé cette vidéo parce que j'avais demandé l'assistance de quelqu'un pour comprendre de quoi il s'agissait. Et vous voyez, j'ai été très mode en fait. J'ai changé de skin, arrivé dans une tenue très classique, j'ai pu expérimenter d'autres choses. Donc c'est vraiment une expérience virtuelle, digitale, e-commerce, mais également in-store qui était très sympathique. Élise, peux-tu nous raconter, toi, en tant qu'experte NFT, Web3, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine, étonnamment dans les marques qui ne sont pas forcément chez Louboutin, mais aussi les autres marques? Tout à fait. Alors moi, je vais reprendre la suite, en fait, de ce qu'a fait Morgane, je pense, puisque je vais vous parler de ce qui s'est passé depuis l'été dernier. Et c'est vrai que dans les années 2020-2021, énormément de marques se sont essayées, vous le savez tous, avec les NFT. Je vous ai mis un petit tableau qui a été sorti et des chiffres de notre ami Eric au Journal du Luxe qui disait que 71% des marques de luxe avaient un projet NFT sur la table. Et essentiellement, en fait, des projets qui s'appuyaient à l'époque sur une valeur spéculative du NFT. Donc on a un NFT qui est adossé par exemple à un artiste, un designer qu'on imagine que les gens pourront soit évidemment garder dans leur wallet ou quelle que soit la plateforme, soit aller vendre sur les plateformes. Et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé beaucoup de choses depuis l'été dernier, je pense que vous en avez tous été témoins. Le crash de la crypto qu'on appelle le bear market,
un certain nombre de scandales qui ont pu affecter de près ou de loin l'image, en tout cas du Web3, même si au final ça n'avait pas grand-chose à voir. Et puis un certain nombre d'articles dénonçant le fait que ces fameux métaverses, notamment ceux appuyés sur la blockchain, étaient finalement assez vides. Alors je voulais qu'on reprenne ça et savoir ce qu'il en est un petit peu. Alors il est vrai que tout ça a un peu chahuté notre écosystème Web3 récemment, dans les derniers mois, mais ça ne veut pas dire pour autant que le Web3 est mort, et loin de là. Aujourd'hui, on a simplement assisté à une transition, et pour les plus vieux d'entre vous, moi ça me rappelle beaucoup les années 2000, où il y avait un boost des startups qui poussaient un petit peu comme des champignons partout, aux États-Unis évidemment, dans la Silicon Valley, mais aussi en France, et où bam, crash, et effectivement la bulle a explosé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de web aujourd'hui ou plus de start-up, bien heureusement. Ça veut juste dire qu'on a fait le tri entre le bon grain et l'ivraie, et que finalement les start-up qui sont restées, les sociétés qui sont implémentées, sont celles qui offraient le plus de valeur. Et je pense qu'en 2022 et 2023, on assiste à ce même tournant pour le Web3, et notamment pour l'avenir des NFT. Donc tu achèterais encore des cryptos ? Oui, la crypto, bon, personnellement, j'en achète encore, parce que c'est des effets de cycle. Donc ça descend, ça va forcément remonter. Mais en revanche, un certain nombre de projets NFT sont morts, le sont bel et bien, et vraisemblablement ne vont pas revenir. Et ça, je vous ai mis l'image, par exemple, on parlait de Decentraland et de Sandbox, qui sont les deux métavers décentralisés qui sont les plus connus, notamment dans nos milieux luxe et mode. Qui, parmi vous, est déjà allé sur ces métavers ? Sandbox ou Decentraland. Voilà, on a un bon échantillon de la population. Vous voyez qu'il y a peu de mains levées finalement. C'est parce qu'ils n'ont pas 45 ans. Morgane a réussi à les convertir vos NFT à partir de 45 ans. Alors non, c'est pas une question d'âge, c'est plutôt une question de barrière à l'accès. Là, ce que vous voyez, c'est un yacht qui avait été vendu, j'arrive pas à lire, moi c'est la question d'âge pour le coup, mais qui a été vendu des centaines de milliers d'euros sur Sandbox il y a quelques années et qui doit en valoir à peu près 100 aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme tu le disais Morgane, il y a eu un effet de mode avec Facebook qui s'est rebrandé. Là, aujourd'hui, on voit les layoffs un petit peu partout, notamment dans les équipes métaverses. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas au métaverse, attention, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'on cherche où est la valeur. Aujourd'hui, pour accéder à Decentraland et à Sandbox, pour ceux d'entre vous qui ont été, c'est difficile. Il faut une bonne connexion, il faut un wallet, il faut une machine performante, il faut installer l'app, etc. Et une fois que vous êtes dedans, qu'est-ce que vous faites ? Pas grand-chose en fait. Et ceux qui vous vendent des NFT, maintenant c'est un peu fini, la valeur spéculative des NFT. Et ceux qui vous vendent des expériences autour de « ouais, super, je vais faire une fête dans Sandbox », je ne sais pas si vous avez déjà fait la fête virtuellement. Moi, personnellement, je préfère la faire avec mes amis. Mais bon, chacun son truc. Donc aujourd'hui, on a un vrai problème de valeur. Vous êtes comme moi, on a tous 24 heures dans une journée, on a tous peu de temps libre et à disposition de façon digitale des tonnes d'apps dont tu parlais Cécile, notamment les super apps, mais aussi les Fortnite, les Roblox, les ce que vous voulez, les Tinder pour ceux qui veulent. Et il faut générer énormément de valeur pour amener des gens à venir et à revenir dans un monde virtuel, ce qui est très difficile. Donc ce qui se passe, c'est qu'on voit un vrai shift de l'industrie Web3 et notamment de la proposition de valeur des marques de luxe et des marques de mode autour de NFT qui vont être maintenant autour de l'utilité plutôt que leur valeur purement spéculative ou alors tiens c'est super, j'ai un NFT, il est dans mon wallet, qu'est-ce que j'en fais ? J'en fais rien. Et donc qu'est-ce que ça change pour les marques ? Ça ne veut pas dire que les marques ne continuent pas d'avoir des projets NFT, loin de là. Là je vous prends des marques qui sont plutôt des marques sportswear, Malaika connaîtra bien, Adidas par exemple, Nike évidemment qui a lancé sa Swoosh plateforme. Donc je vous invite à y aller pour ceux qui ne connaissent pas, c'est super intéressant, ça met en branle des mécanismes du GC, comme on connaissait dans le bon vieux Web 2, mais qui finalement maintenant sont adaptés au Web 3, qui parlent à des générations et qui ont surtout un lien avec le monde physique. C'est ça qui est super intéressant, c'est que derrière, vous pouvez générer ce que vous créez en NFT ou ce que vous co-créez. Idem avec Prada, qui a son time capsule maintenant depuis assez longtemps et qui lance tous les mois. En fait, la time capsule, certes, c'est un NFT, mais derrière, vous avez un bien physique qui est lié au NFT. Et parfois, comme Prada l'a montré très récemment, ce bien physique, c'est pas un outfit, c'est une invitation au défilé, c'est une invitation à un relooking, c'est une semaine dont des interviews avec les designers, tout ce qu'on appelle les utilities. Et en fait, au final,
c'est ce que l'argent peut pas acheter. Le money can buy, excusez mes anglicismes, dans la tech on en fait quand même pas mal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde a les moyens de se payer quand même beaucoup de choses, et que pour amener de la valeur, il va falloir amener quelque chose que finalement l'argent ne peut pas amener. Et une visite à un atelier, une rencontre avec un designer, une invitation sur un show, même si vous avez beaucoup d'argent, c'est pas sûr que vous puissiez l'avoir. Voilà, je vous ai montré aussi Valentino qui continue à annoncer des plans Web3. Et puis au milieu de ça, vous avez Porsche. Qui a pas entendu parler de Porsche récemment en lien avec le Web3 ? D'accord, donc une personne, oui, nous en avons une dans la salle. Donc je vais le faire rapidement pour ne pas excéder mon temps de parole. Mais Porsche, eux, se sont essayés il y a quelques semaines, maintenant peut-être mois, à lancer une collection NFT à acheter, c'est-à-dire qui est basée sur une valeur spéculative avec des utilities, donc vous l'achetiez, mais malheureusement a essuyé un revers dans le sens où elle n'a pas été achetée par la communauté qui ne trouvait pas que la valeur apportée par Porsche à ce moment-là était suffisante. Donc gros revers aussi effectivement pour la marque, notamment pour l'image de marque, qui est le bien le plus important des maisons de luxe. Et pourquoi je vous montre ça ? Non pas pour vous dire que Porsche s'est planté, hein, loin de là. Moi, je trouve qu'ils ont été super courageux et qu'ils ont fait quelque chose. Ils se sont remis en selle après. C'est vraiment, de toute façon, c'est très très chouette de lancer des initiatives quelles qu'elles soient. Mais plutôt pour vous dire que les maisons de luxe font très attention aujourd'hui à ce qu'elles font, parce qu'il y a des réels impacts sur l'image de marque en termes de Web3. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire qui fonctionne ? Tout ce qu'on voit aujourd'hui qui marche réellement sont des opérations sur le Web3 qui sont basées sur le monde physique, qui ont lieu avec de la valeur qui n'est pas de la valeur spéculative, mais qui est, comme on le disait, quelque chose d'un peu différent. Et je vais conclure cette présentation en vous montrant là, j'ai une typologie de certains NFT que certains d'entre vous connaissent. Je ne vais pas revenir sur chacun d'entre eux de façon très scolaire, mais disons qu'en gros, vous avez tous les NFT qui s'achetaient avant et puis ceux qui ne s'achètent pas aujourd'hui. Vous avez aussi tous ceux qui se portaient dans les métaverses dont on a parlé. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, même si ça reviendra peut-être demain. Et qu'est-ce qui est en train de se passer au sein des maisons de luxe ? C'est que le paradigme s'inverse. Aujourd'hui, on n'achète plus un NFT pour acheter un NFT. On achète un NFT parce qu'il est lié à un produit, par exemple, notamment ce qu'on appelle le Digital Product Passport, autour duquel la plupart des maisons de luxe sont en train de réfléchir. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, si vous prenez mon exemple, je travaille aujourd'hui chez Christian Louboutin, vous achetez une paire de sneakers, vous allez pouvoir la flasher, sans doute avoir, et là ça va me faire une super transition avec ma collègue, avoir une idée de où elle a été produite, comment connaître toute la traçabilité, la sustainabilité, grâce à des informations qui sont stockées dans la blockchain. Et si vous le souhaitez, la marque va pouvoir communiquer avec vous. Vous allez pouvoir, si vous faites ressemeler votre paire de souliers, vous allez pouvoir le voir inscrit dans la blockchain. Vous pourrez avoir un certificat d'authenticité, un certificat de propriété, et éventuellement, on espère que les marques vont s'y mettre, ça va pouvoir donner lieu à une seconde vie, puisqu'on sait qu'on ne peut pas continuer à produire comme ça indéfiniment, et qu'il va bien falloir penser à d'autres initiatives plus pérennes. Voilà, merci. Donc c'est ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est le changement de paradigme autour du Web3 et comment les marques vont s'inscrire dans un cercle vertueux, ce qui me donne, encore une fois, une superbe transition envers Sarah. Merci beaucoup. On l'applaudit. Un clin d'œil avant de passer la parole à Sarah. Depuis le début du salon e-marketing hier, on a eu des conférenciers talentueux et une start-up que vous connaissez sans doute parce qu'elle est née avec un gros catalogue et elle a fait sa transformation digitale qui s'appelle La Redoute. Et ça a été le meilleur exemple, et c'est pour ça que c'est un changement de paradigme. On revient au monde traditionnel, mais le meilleur exemple d'enrichissement, puisqu'ils ont fait une opération en donnant La Redoute a demandé à ses salariés de verser 160 €. Et cet actionnariat salarial, en 2014, au moment où La Redoute était rachetée pour 1 €, a permis d'enrichir les salariés. Ils ont touché cette année 100 000 € chacun, parce que La Redoute a été rachetée par un grand groupe que vous connaissez qui s'appelle Galeries Lafayette. Donc il y a une revanche du monde traditionnel sur le monde des GAFAM, et ça fait plaisir aussi.
Donc l'actionnariat salarié, ça va nous éviter d'avoir autant de grèves dans les rues. C'était une parenthèse que je referme et je passe la parole à Sarah. Merci Cécile. Donc effectivement, là, je ne vais pas vous parler de luxe. On va changer un petit peu le prisme. Moi, j'ai envie d'aborder ces questions d'innovation et de nouvelles tech sur celui de la philanthropie, du fundraising, plus généralement, je pense, du monde de l'impact et de la responsabilité. Moi, j'ai passé 10 ans dans un réseau qui s'appelle Ashoka, qui est un réseau d'entrepreneurs sociaux extrêmement pionniers qui existe dans le monde entier. Et on se dit, on est avec les meilleurs, des gens qui apportent des solutions extraordinaires, des startups incroyables sur des solutions sociales, environnementales. On leur apporte du financement, on leur apporte du conseil avec les plus grosses boîtes de conseil qui existent sur cette planète. Et malgré tout, il y a quelque chose qui ne se passe pas, parce que la tech, elle n'est pas là. La tech, elle n'est pas là pour accélérer le changement d'échelle, l'engagement, engager les nouvelles générations. Les boîtes ne sont pas tellement là non plus. Donc, il y a vraiment quelque chose qui manque. Et c'est après 10 ans de cette expérience-là que j'ai décidé de partir et d'aller explorer ce qui se passe. Et ça, je pense que c'est juste une chose que je veux partager à tout le monde. On est dans un monde qui évolue très vite sur cette technologie. Là, vous arrivez, on vous parle de NFT, Web3. On ne vous réexplique rien parce qu'on considère que c'est acquis, mais je pense qu'il y a encore, pour beaucoup de personnes, des gens qui se disent « mais quand même, c'est un peu compliqué tout ça et c'est loin de moi, donc ça a l'air chouette, mais en vrai, j'y comprends rien, je ne sais pas de quoi on parle, donc j'irai pas. » En fait, allez-y. Moi, je suis vraiment partie de 10 ans dans le monde de l'économie sociale et solidaire en me disant « on va aller voir hein, », parce qu'à un moment donné, il faut comprendre et il faut se rapprocher de cet écosystème et se dire qu'on ne passera pas à côté, ça fait partie du monde d'aujourd'hui. Bref, j'ai monté ma start-up dans le monde de la réalité virtuelle que j'ai gérée et développée pendant 5 ans. Et c'était un peu un challenge. Et je me suis dit, si on veut aller chercher des jeunes générations et travailler l'engagement, il faut aller chercher des technologies qui font de l'engagement et de l'immersion et qui vont vous toucher de façon très multisensorielle. Cette start-up, elle s'appelait Smart VR for Impact. Et l'idée était de créer des expériences immersives autour de sujets d'impact. Quand je vous parle de réalité virtuelle, c'est de la réalité 3D, c'est de la VR 3D interactive. Je ne vous parle pas de vidéo 360 ici. La vidéo 360, c'est sympa, c'est un film plus autour de vous, mais vous êtes spectateur et passif. La 3D interactive, elle est intéressante parce qu'elle reprend les codes du gaming et elle vous rend acteur de quelque chose. Quand je vous propose pendant 7 minutes d'être à la place d'un réfugié syrien qui traverse la Méditerranée et que c'est vous qui avez dans les mains une manette qui vous permet de diriger un bateau, un Zodiac, avec des femmes et des enfants à bord, ça vous change un peu la perspective sur la réalité des enjeux migratoires aujourd'hui. Alors effectivement, c'est un peu perturbant parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont dit « mais tu fais vraiment du gaming sur la question des réfugiés syriens ». Ça, c'était en 2016. En réalité, toutes ces technologies et tous ces médias, vous pouvez les utiliser bien comme vous voulez. Ça reste pourquoi elles devraient être qu'au service du gaming, au service des grandes marques, au service du luxe, au service du e-commerce. Elles ont un pouvoir aujourd'hui de toucher et d'engager des gens qu'on n'arrive pas à toucher sur certains sujets. Elles ont une force, je pense, extraordinaire. Encore faut-il effectivement bien le faire, se poser des vraies questions et le faire intelligemment. En tout cas, il y a des choses à réutiliser. Il y a eu cette expérience-là, il y a eu des expériences qu'on a pu faire avec Action contre la faim dans la peau d'un humanitaire. Ça change un peu d'une campagne marketing classique ou de communication sur vous montrer un enfant en Centrafrique qui souffre de malnutrition. Ça vous permet de voir la réalité de cette ONG qui agit sur le terrain aujourd'hui dans des situations géopolitiques compliquées. Donc voilà, cette technologie, elle est assez extraordinaire pour ça. On l'a élargie, évidemment, quand on fait de la VR, en général, on fait aussi de la réalité augmentée. On a travaillé sur du gaming en mode Pokémon Go, mais ce n'était pas une chasse aux Pokémon, c'était une chasse aux préjugés. On a fait ça avec le Secours catholique. Et ça nous a permis d'aller chercher avec le Secours Cat des jeunes de moins de 25 ans. Et ça vous paraît idiot, mais ramener des jeunes de moins de 25 ans à une réunion locale du Secours Cat pour parler des préjugés en France qu'on a sur les migrants ou les gens qui abusent, soi-disant des allocs et autres, et ben, ça change un peu le prisme de certaines OAG qui sont sur le terrain. Et ça engage vraiment très différemment. Donc ça, c'est des expériences qui sont chouettes. Et je voulais juste vous parler de VR, même si ce n'était pas dans le titre de la conf, mais comme j'ai fait ça pendant 4-5 ans, je trouve que ça reste un levier assez extraordinaire qu'il ne faut pas mettre de côté. Mais il faut se poser des vraies questions, il ne faut pas faire de la VR pour faire de la VR, il faut voir qu'est-ce que vous pouvez créer comme expérience qui ait de la valeur. Ce qui est bien avec la VR aujourd'hui, si vous le faites en 3D interactif, c'est qu'il vous faut un stand physique. Donc comme ça, vous voyez les gens et vous proposez aussi quelque chose qui est marrant, dont les gens se souviennent, vous allez les toucher dans leur sens. Il faut savoir que pour toucher
pour vraiment impacter les gens, il faut toucher 3 sens maximum. Alors, on a l'habitude de faire la vue, évidemment, le son. C'est plus compliqué d'avoir le toucher, le ressenti, se déplacer. En VR, aujourd'hui, vous avez l'expérience où vous pouvez être dans la taille de cet amphi et vous vous déplacez librement. Vous n'avez même plus d'ordi sur le dos, tout est en QR code. Ces technologies, elles évoluent très vite et elles sont quand même assez incroyables. Je fais un bond dans le temps, même si c'était assez enchaîné. Je suis aujourd'hui à la tête d'Epic Foundation. J'ai la chance de travailler avec Alexandre Mars, qui est donc un entrepreneur français de la Silicon Valley, qui est multimillionnaire et qui a décidé de devenir un peu le Bill Gates à la française. Aujourd'hui, avec Alexandre, on travaille sur comment devenir un catalyseur d'impact et de faire le lien entre des gens qui ont envie de donner plus, de s'engager, qui ne savent pas trop, qui n'ont pas confiance déjà, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le knowledge, et puis de faire le lien avec des entreprises, des associations que nous, on sélectionne dans le monde de l'enfance défavorisée et de la protection de la planète. Donc nous, on fait ce travail-là, d'aller les chercher, et le tout, c'est de faire ce lien et surtout de driver plus d'argent vers ces associations pour qu'elles grandissent. On fait ça comment? On fait ça par de l'innovation, et on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans les marchés qui créent le plus de valeur aujourd'hui. Alors, on parlait de NFT. Les NFT, effectivement, parfois, ils sont vraiment spéculatifs, ils ne servent pas à grand-chose. On a monté un partenariat avec une start-up française qui s'appelle Pianity. C'est la première plateforme de musique en NFT. Et c'est intéressant pourquoi ça crée vraiment de la valeur. Les artistes sur Pianity vont toucher 80% de leur création musicale en NFT. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous achetez de la musique, voilà, 9,99 € par mois, Apple Music, Deezer ou autre, il y a 0,46 centimes qui va à l'artiste sur la musique. Donc en termes de partage de la valeur, on n'est pas très bon. Alors qu'effectivement, là, c'est un système, et c'est intéressant, c'est que c'est du NFT qui crée de la valeur et qui redonne aussi un pouvoir financier aux artistes et à ceux qui ont cette création musicale. Donc ça crée de la valeur. Il y a de plus en plus d'artistes qui vont utiliser et mettre leurs œuvres sur cette plateforme. Il y a de plus en plus de jeunes qui consomment la musique aussi en NFT à travers ce type de plateforme. Et puis nous, on arrive un peu en leur disant « Ah, il y a de la valeur qui se crée ici. » Et si on imaginait un mécanisme où un tout petit pourcentage de ce qui est généré repart et est redistribué automatiquement et vont vers des associations soutenues par Epic, mais pas que. Ça, c'est des mécanismes qu'on essaie de créer. Ce qui est intéressant, c'est de créer du mécanisme de don qui est indolore. Tout le monde peut le faire dans son business aujourd'hui. Il y a énormément de transactions qui se passent en ligne. Comment est-ce qu'on arrive à capter un 0,0001% Eh bien, on va peut-être le voir avec un exemple. Si on regarde le monde du gaming, parce que tu veux que je parle de ça, je sais. Oui. Alors, je ne vais pas vous parler de gaming de façon générale, je vais juste faire un petit focus sur l'e-sport, qui est un marché qu'on regarde particulièrement en ce moment. L'e-sport, c'est tout un écosystème, donc c'est une petite partie du jeu vidéo, écosystème qui, quand même, en l'espace de quelques années, va peser plus de 1,3 milliard sur 2023, en termes de valeur globale générée. Les éditeurs de jeux, bien sûr, Fortnite, League of Legends et autres, mais derrière, tous ceux qui organisent les compétitions, les joueurs, les influenceurs, les plateformes comme Twitch, qui rediffusent en direct ces compétitions de jeux vidéo. Donc le principe, c'est de jouer en ligne et de suivre des gens très bons. Tout le monde sait ce que c'est l'e-sport. Vous êtes familier de ça? Vous êtes familier, oui. Okay. Qui a participé à The Event? Levez la main. Ah, ils sont familiers, mais pas parce que l'e-sport n'est pas tout à fait The Event quand même, avec une petite partie solidaire. Twitch, aujourd'hui, c'est la première plateforme de streaming en direct. On pense peut-être YouTube, mais ça y est, c'est fini. Donc 80% sur Twitch aujourd'hui en consommation de streaming live, 20% YouTube, pour avoir ça en tête. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ça crée de la valeur. Ce sont des jeunes 15 ans et plus qui sont consommateurs. Aujourd'hui, on a plus de 80% qui ont regardé ou jouent à des jeux e-sport. Et c'est intéressant, c'est que c'est aussi 80% des jeunes aujourd'hui qui nous disent « j'aimerais quand même trouver du sens », même si on parle de jeux vidéo, et qui sont en attente à un moment donné que tout ce qu'ils consomment, à un moment donné, soit fait dans une logique responsable. Et donc The Event, c'est je vous en parle, mais c'est un des exemples aujourd'hui de fundraising et de mécanismes aujourd'hui de redistribution à partir de l'e-sport. The Event, ça a été créé par des Français. C'est un événement où pendant 24 heures, il y a du streaming live de jeux, de gros influenceurs du monde de l'e-sport. Et tous les flux en fait, financiers qui sont
Et tous les dons qui sont collectés auprès de la communauté pendant ces 24 heures, un peu comme un téléthon online en mode e-sport, vont être distribués à une association choisie par Z-Event. On avait peut-être entendu parler cette année parce qu'il y avait eu un petit peu polémique sur le choix de l'association. Mais il y en avait 5, il me semble. Il y avait 6 Shepherd oui, pour la mer. C'est devenu 5. C'était une qu'ils ont sortie parce que bad buzz, et ensuite c'est devenu 5 assos sur l'environnement. Quoi qu'il en soit, c'est quand même à 24 heures 10 millions qui sont collectés. 10 millions d'euros qui sont collectés et redistribués à 100% sur une association de terrain. Donc c'est quand même pas négligeable. Et donc là, on se rend compte qu'on a un vrai levier effectivement d'engagement et qu'on peut aller travailler sur cette responsabilité au sein même de ces nouvelles tendances tech. Et ça a été créé à Montpellier, donc une démarche qui n'est pas parisienne et qui est complètement effectivement des doueurs qui font rayonner ça. Eh ben, c'est une très bonne illustration. Merci beaucoup, Sarah, on peut l'applaudir, c'est très intéressant. Et effectivement, le mot sens a été prononcé et ça, je pense que ça touche beaucoup de gens. C'est la parfaite transition, puisqu'on parle beaucoup d'influence responsable en ce moment. Alors, il faut savoir que quand je suis arrivée chez Bell, c'était il y a un peu plus de 3 ans et demi. Et tu venais de Paris 2024 Je venais d'une start-up oui. Juste après Paris 2024. Et c'est justement ce qui m'a donné envie d'aller chez l'annonceur, comme on dit. Et c'était ma première expérience dans la grande distrib, l'agroalimentaire, etc. Et quand je suis arrivée en venant de l'univers start-up, le monde du sport, j'ai vu que l'influence était vraiment perçue comme un levier one-shot. Et ce qui m'a marqué, c'est que dans ce portefeuille, comme vous l'avez vu avec Vache qui rit, Babybel, Apéricube, Boursin, c'est vraiment un portefeuille avec des cibles diversifiées. Et que ce soit les consommateurs, mais également les créateurs, tout le monde est attaché à nos marques. Un vrai attachement émotionnel, je peux vous le dire. Donc du coup, c'est là où je me suis dit, la vision stratégique de l'influence doit être vraiment intégrée au long terme, en tout cas doit être construite sur du long terme, et ce qui fait que je suis très heureuse, et je vois ma fine équipe qui travaille avec moi au quotidien qui est juste là, je suis très heureuse que chez Bell, justement, on soit pionnier dans cette démarche d'influence responsable, parce qu'avant que le sujet soit pris via le cadre parlementaire et malheureusement par certaines dérives, en fait, nous avions déjà construit cette stratégie long terme d'influence responsable. Et aujourd'hui, donc, on travaille beaucoup avec l'Union des marques et la RPP, et on a déployé officiellement, on a commencé à construire la chose depuis l'année dernière, mais on a déployé officiellement en 2023 le certificat d'influence responsable donc parmi nos créateurs. Donc, ce qui fait qu'on a... Avec 2 autres marques qui sont L'Oréal et Club Med. Exactement, aux côtés de L'Oréal et Club Med. Et donc, c'est vraiment une démarche qui concerne tout l'écosystème, que ce soit évidemment les ambassadeurs avec qui on travaille, mais également nos agences partenaires et puis tous les experts qui nous accompagnent sur le sujet. As-tu un petit exemple à nous montrer ? Bien sûr, c'est parti, on y va. Alors, déjà, pour nous, l'influence responsable, c'est 3 choses. La relation long terme, donc nouer une vraie relation avec nos ambassadeurs, ça j'en ai parlé. La deuxième chose, c'est effectivement apporter un cadre et des bonnes pratiques. Et pour nous, la troisième chose qui est en ligne avec les engagements du groupe, c'est justement ce qu'on peut apporter en termes à la fois d'expérience à nos consommateurs, mais également en termes de messages qu'on fait passer, de sens qu'on apporte à nos activations. Donc là, en l'occurrence, il faut savoir que nous, dans notre stratégie, on va là où sont nos cibles. Comme je disais, cibles diversifiées. Donc, on a un enjeu sur Babybel notamment à séduire la génération Z. Je vois qu'il y a des représentants justement dans l'audience. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que 75% des jeunes adultes kiffent les jeux vidéo. Donc on s'est dit, tu peux cliquer pour nous voilà. faire une démonstration. Je rentre sur l'expérience. Donc là, vous voyez notre case où en fait, Babybel a développé un univers au sein de Fortnite. Alors là, vous allez me dire, attendez, un fromage pour enfants,
vous faites une expérience gaming et vous allez sur un jeu de compétition, Battle Royale, etc. Donc, effectivement, il a fallu développer quelques slides en interne, avoir beaucoup de conviction et surtout se dire, nous, le message qu'on veut faire passer, c'est justement rallier les forces du bon, puisque Babybel, c'est un produit composé essentiellement de lait, et donc c'est ce qu'on voulait valoriser. Et donc, via cette expérience, on a développé la Land of Goodness, où les joueurs de Fortnite déposaient les armes, pouvaient se régénérer avec l'aide des petits héros Babybel, et tout en gardant ce gameplay qui est hyper important, cette expérience gaming. Et donc, l'idée, comme vous voyez, c'est de justement battre le Big Bad Boss pour développer la Land of Goodness. Mais c'était un havre de paix où ils déposaient les armes, et pour nous, le message était hyper important avec cette cascade de lait présente dedans. Donc, je ne peux pas donner les chiffres d'impact business, mais en tout cas, je peux vous dire que cette activation a contribué à la moitié de la croissance de la marque en 2022. Donc, ça a été un succès. Et nous avons, comme vous le voyez, nous avons collaboré avec Dwagby, qui est un streamer très, très connu. Et pour vous donner justement un peu de perspective par rapport à l'influence responsable, donc là, c'était donc Babybel Reloaded. Et là, je vais vous parler d'une activation récente. C'est janvier-février. Hein. Donc ça c'est vraiment tout chaud. C'est une campagne que nous développons chaque année pour soutenir les éleveurs, nos éleveurs partenaires. Donc il faut savoir que Bell travaille avec l'APBO, l'Association des producteurs de Bell de l'Ouest. Et comme vous voyez, dans cette association, il y a Bell dedans. Ce sont nos producteurs de lait. Parce que le fromage est fait à partir de lait, comme vous le savez. Et ce qui est génial, c'est que cette activation, cette campagne 360, qui est aussi développée en INSOR, chaque année est cross-marque. Donc là, vous voyez les marques qui étaient particulièrement impliquées. Cette année, le focus était autour des jeunes éleveurs partenaires. Et nous, on avait un enjeu, c'est de valoriser nos engagements, mais également ces éleveurs via des campagnes dédiées. Et qu'est-ce qu'on a fait, puisque c'était une campagne cross-marque? Donc, ça veut dire qu'il y a des cibles différentes. Donc, sur Kiri, c'est la cible parentale connectée. Sur Babybel, on a collaboré avec Dwagby. Alors, je vais commencer par Babybel. Sur Babybel, on a organisé avec Dwagby un live sur Twitch, justement, où en fait, le principe, c'est qu'on demandait à nos consommateurs de contribuer à la cagnotte pour pouvoir accompagner l'installation de nos jeunes éleveurs partenaires. Donc, ce live a été développé dans l'univers de Farming Simulator. Donc, Dwagby, avec qui donc, on avait collaboré l'année dernière et donc avec qui on a noué une vraie relation, a accepté de se mettre donc, le temps d'un live dans la peau d'un éleveur. Et donc sur Farming Simulator, de la sélection des vaches jusqu'à la production du fromage et à la livraison au magasin, il a montré du coup le cycle de vie d'un Babybel. Et ce qui est génial, c'est que là, évidemment, je ne peux pas vous donner tout de suite de chiffres business parce que la campagne vient, comme je dis, vient tout juste de se conclure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une cagnotte, on a en tout cas dégagé, généré une cagnotte de 100 000 €. Et sur ce live de Dwagby, on a réussi à collecter plus de 15 000 €. Rien que via ce live, via les viewers qui participaient à des petites questions. Et donc, voilà. Donc, c'est ça paraît qui est quand même génial. très loin de The Event en 48 heures. Ah 10 oui, millions. c'est sûr. Mais il faut que ça donne du sens. Et là, tu as un autre exemple sur exactement. une petite vidéo tournée avec un téléphone, en fait. Hein. Exactement. En fait, on est allé, donc là, je parlais de Babybel, donc sur la cible génération Z, la fameuse Gen Z, et comment les engager pour la bonne cause. Et là, en fait, sur Kiri, nous avons eu une autre approche. Nous travaillons avec Ariane Brodier, qui est notre ambassadrice
Kiri, qui est comédienne, auteure, animatrice sur Gulli, et maman et fille d'agricultrice. Donc pour nous, c'était le profil parfait. On travaille avec elle depuis l'année dernière, donc c'est aussi une relation sur le long terme. Et pour la première fois chez Belle, on est allé, en tout cas une de nos ambassadrices est allée à la rencontre d'une éleveuse partenaire qui s'appelle Aurélie, qui produit du Kiri. Et donc voilà, donc Ariane a créé du contenu avec Aurélie. Donc comme vous le voyez, elles ont partagé, en tout cas dévoilé les coulisses d'une vie d'éleveuse qui est maman. Et donc voilà, ça a été riche en émotions. Et ce qui est génial sur ces deux cibles différentes, donc 2 ambassadeurs différents, on a généré aussi des contenus earned parce qu'ils ont passé vraiment un bon moment. L'expérience était super aussi pour eux. C'est aussi ça l'influence responsable, c'est qu'on sait qu'on le fait pour la bonne cause. Et donc c'est important qu'eux aussi, voilà, ils soient embarqués dans cette dynamique avec nous. Et donc forcément pour nous c'est héroïste. Et là pour vous dire, Dwagby du coup s'est engagé à faire un live l'année prochaine en direct sur la ferme. Donc on s'est dit avec la team, bon, on est en panique, il faut organiser quelque chose. Et Ariane du coup pareil a créé plus de contenu et souhaiterait revenir voir Aurélie encore. Donc, on ira voilà. avec Aurélie, on ira en campagne, exactement. on mettra nos bottes. Avec nos tu as bottes. partagé les mêmes bottes qu'Aurélie Et d'ailleurs. de Kariane, ouais, c'est Kariane. vrai. On avait les mêmes bottes et on est allé sur le terrain et c'était vraiment une super journée, même à titre personnel. Le faire en plus pour la bonne cause et via une super expérience, c'était génial. Merci Malaïka, on peut l'applaudir. Alors, vous avez posé énormément de questions sur la tablette. Il nous reste 8 minutes 30. Je ne vais peut-être pas pouvoir toutes les poser, mais j'en ai une pour chacune. Donc, la première, c'est pour toi, Morgane. Une question de Emma qui dit avant tout, bravo pour le travail accompli avec le Web3. Je me demande comment avez-vous réussi à convaincre le Printemps de se lancer dans le Web3 et comment mesurez-vous votre ROI? Mettre en place ce genre de choses nécessite des coûts importants, point d'interrogation. Estimez-vous que le ROI est suffisant? Alors, Emma, je ne sais pas où tu es. Emma Alors, Emma. Merci. Alors, comment j'ai convaincu Jean-Marc Belaïch, qui est CEO du Printemps. En fait, entre Noël et Jour de l'An, je devais un petit peu m'embêter, je pense, les fêtes familiales. J'ai fait 2-3 slides en disant bon Jean-Marc, moi j'ai envie qu'on fasse quelque chose dont on va parler. Et donc j'ai proposé cette expérience avec mon agence UX et Mobile First qui s'appelle User Agent. On a beaucoup réfléchi à ce qu'on pouvait proposer qui ne soit pas non plus trop décorrélé, comme je l'ai dit, de notre plateforme de marque et de notre audience. Et donc je suis allée vraiment toute pleine de conviction le voir et il m'a dit go. Et c'est vrai que la petite anecdote, c'est que le projet a été lancé, comme j'ai dit, en 2 mois. Et en fait, il n'a absolument rien vu en 2 mois, jusqu'au jour où ça s'est officiellement lancé. Donc, il y avait quand même un certain stress de mon côté, parce que moi non plus, je n'ai pas vu grand-chose. Il n'y avait pas de temps de pré-prod, de recéter, de voir en avance. Donc voilà, ça a été quand même un peu un saut dans l'inconnu, mais hyper bien épaulé en interne et avec mon agence. Et du coup, soutenu, ça m'a permis de lancer tout ça. Sur la partie ROI, alors c'était quoi déjà la question? Est-ce que ça a eu les investissements? Alors ça n'a pas eu les investissements n'ont pas été énormes. Une opération comme ça, c'est je veux dire le développement, la création, les parcours, la campagne, c'était entre 50 et 80 000 euros. Je peux le communiquer. C'est pas des gros investissements. Parce qu'on a tout fait nous-mêmes. Beaucoup de choses ont été faites en interne. C'est moi qui ai rédigé tous les textes avec mes équipes. Voilà, on a créé vraiment beaucoup de choses en interne. Donc en fait, finalement, c'était vraiment que la partie développement et un peu d'acquisition. Donc voilà. Le ROI est au rendez-vous. était très bon puisque, comme je le disais, on a quand même eu un 80% des clients omnicanaux qui sont venus. En fait, on a fait cette opération vraiment pour un enjeu de omnicanalité et d'embarquer notre clientèle. Voilà, ça c'était vraiment l'objectif. On n'a pas fait ça pour faire des ventes faramineuses. On a vraiment fait ça pour embarquer nos clients et leur faire acheter pour la première fois sur le printemps.com et notamment sur le Virtual Store. Donc, pari réussi. Merci. Voilà.
À la fin, chacune donnera en un mot un conseil justement pour mettre en place. Donc ça résumera beaucoup des questions que vous vous posez. J'ai une question pour toi, Élise. Donc, quelle est la différence entre le virtuel, le Web 3 et le métaverse? Et nous avons 5 minutes 16. Merci d'avoir posé cette question. C'est Louis, alors, hein Alors, globalement, le Web 3, excusez-moi un peu les toutes petites approximations que je m'autoriserai dans ce temps imparti. Le Web 3, c'est tout ce qui s'appuie sur la blockchain. Donc le Web 3, on va parler, la crypto, c'est du Web 3, les NFT sont du Web 3. Le virtuel, bon, je vous explique pas ce qu'est le virtuel. Je pense qu'en plus, tu l'as bien dit, à la différence du film 360, le virtuel, c'est l'environnement où vous pouvez interagir dans un monde 3D permanent la plupart du temps, avec des gens qui sont la plupart du temps, encore une fois, représentés par des avatars. Et le virtuel, vous pouvez l'avoir soit avec un casque, soit pas. Soit sur le desktop, soit sur le mobile, etc. Et le dernier, c'est le métaverse. Donc le métaverse, en fait, c'est un métaverse, c'est un environnement. Alors, il y a beaucoup de définitions. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer un tout petit peu à la mission gouvernementale sur le métaverse, qui est déjà, rien que pour poser la définition, c'est 200 pages. Et non mais, bon, tout le monde en a sa propre définition. Moi, la mienne, elle est assez simple. C'est un environnement, effectivement, virtuel, permanent, 3D, où on peut interagir en tant qu'avatar. Et en ce sens, les jeux vidéo sont des métaverses. Fortnite est un métaverse. Pour ceux qui font du sport, si vous êtes sur Zwift, c'est un métaverse. Et en revanche, beaucoup des métaverses ne s'appuient pas sur la blockchain, mais quelques-uns, ceux qui sont connus, comme Decentraland, Sandbox, Spatial, s'appuient sur la blockchain. Donc ce sont des endroits qui sont des endroits virtuels où on peut interagir avec les gens qui ne sont pas dans le même endroit physiquement. Et en plus de cela, on se logue non pas via un mot de passe et un login, mais via son wallet. Et toutes les interactions, toutes les transactions qu'on va faire à l'intérieur de ce métaverse vont avoir lieu via le Web3 appuyé sur la blockchain, notamment. Ce sont des métaverses où la monnaie est généralement sous forme de NFT. Voilà, j'ai mis 2 minutes, j'espère que ça va. Parfait. Pour répondre à cette question. Parfait, une question, merci beaucoup. Une question pour toi, Sarah. Est-ce que tous les secteurs de la philanthropie peuvent bénéficier de l'utilisation de ces innovations? Là aussi, c'est une dissertation. Oui, effectivement. Alors, est-ce que c'est la question de... Enfin, ça mériterait d'être précisé. Est-ce que tout en bénéficier? Je ne sais pas si c'est une question plus éthique sur est-ce qu'il y a certains secteurs à un moment donné où on arrête le greenwashing et on se dit que les pétroliers aujourd'hui ne vont pas aller financer des projets dans l'environnement. Si c'est ça, oui, et je pense que c'est le choix des ONG. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. J'ai pas et avec Alexandre, on n'a pas d'intérêt financier dans ce qu'on fait, en tout cas avec Epic, puisque c'est un modèle 100% où tout ce qu'on développe, on le fait gratuitement auprès des marques et des boîtes. Alexandre étant celui qui finance par ses dons la fondation et son fonctionnement. Et ça, c'est important parce que ça nous permet, nous, d'avoir une position un peu de distance sur ces questions-là et de réfléchir à comment on associe, c'est quoi les bonnes questions, quels sont les mécanismes. Quand je dis qu'on est pragmatique, je crois qu'on est dans un monde où il y a de la valeur qui est créée, pas toujours au bon endroit et pas toujours de la meilleure manière. Ça, c'est la réalité de notre monde aujourd'hui. De l'autre côté, il y a aussi des gens qui ont des solutions et qui peuvent s'accélérer et qui ne s'accélèrent pas aujourd'hui. Donc partir du principe que de toute façon, quel que soit le secteur, on capte une partie de cette valeur et on la remet au bon endroit et on crée les mécanismes de distribution en attendant d'une transition évidemment beaucoup plus profonde et qui ne se joue pas juste à l'échelle de la philanthropie qui est un bout de la réponse, c'est des choses qu'on doit mener, je pense, en parallèle. Je ne sais pas si ça répond parfaitement à la question, mais en tout cas, si la personne peut s'identifier, je veux bien avoir ce débat après la conférence. Parfait, merci. Et puis, une question enfin pour toi, Malaïka. Est-ce que tu considères qu'un influenceur qui a beaucoup de followers est plus utile à ta communication qu'un influenceur qui a moins de followers, mais qui sont plus authentiques? Alors, c'est une très bonne question et pour tout vous dire, c'est une question qu'on me pose souvent. En fait, comme je disais, nous, on va là où sont nos cibles. On a un portefeuille diversifié, ce qui fait qu'en fonction des marques, je pense que l'équilibre à trouver, c'est ce maillage entre, en fonction des enjeux, soit des
des influenceurs on va dire, à taille plus ou moins élargie. Mais ce qui compte pour nous, avant tout, c'est le taux d'engagement. Pour nous, c'est un des principaux KPI et on a modélisé d'ailleurs des KPI in-house puisque sur le marché, il n'y a pas de KPI standard comme sur le média, le digital. Donc, on a nos propres KPI qu'on partage à tous nos partenaires, que ce soit agences et créateurs. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on a un benchmark. Et c'est ce qui nous permet de dire si la cible est affinitaire avec à la fois nos enjeux de marque et puis aussi, du coup, avec le type de contenu qu'on peut co-créer avec les créateurs. Donc, c'est un peu une réponse de Normand, comme on dit. Mais honnêtement, je pense qu'en fonction des cibles que vous avez, ce qui compte vraiment, c'est à la fois le brand fit, la connexion aux enjeux de la marque, et puis le taux d'engagement. Parfait. En un mot, donc, chacune votre tour, il nous reste 20 secondes, 24 secondes, ça remonte. Quel est le conseil à donner à la salle pour commencer ? Alors moi, un conseil, c'est fixez-vous des objectifs atteignables et surtout sur toutes ces problématiques qui sont assez nouvelles et encore en test and learn. Voilà, ne mettez pas trop, n'essayez pas trop d'aller trop loin dans les objectifs. Voilà, nous, on voulait capter les clients du magasin. C'était entre guillemets aussi simple que ça. On n'a pas voulu mettre 150 000 objectifs derrière et ça a été une expérience positive grâce à ça. Élise. Ne vous demandez pas ce qu'une opération peut apporter à votre marque ou à votre maison. Demandez-vous ce qu'elle peut apporter à votre utilisateur. Pourquoi il viendrait une première fois et pourquoi il reviendrait. Mettez-vous dans ces baskets. Parfait. Sarah ? Évidemment, moi, je vais vous dire, donnez du sens à ce que vous faites dans ce type d'opération. Et puis, je pense qu'il ne faut pas faire pour faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on s'est engouffré dans je vais monter des NFT pour des NFT ou des opérations qui, aujourd'hui, ne fonctionnent pas et sont des flops parce qu'elles manquent de fonds. Et je pense qu'il y a un temps quand même de... Oui, il faut y aller. Oui, c'est les tendances d'aujourd'hui. Et je pense que si vous êtes marketeur aujourd'hui dans cette salle, il y a une réflexion de fond à avoir sur ces nouvelles techs. Et en même temps, prenez le temps de savoir effectivement pour qui, pourquoi, quel sens on y met et quelle responsabilité. C'est parfaitement exposé déjà par Morgane, Élise et Sarah. Connaissez vos cibles. Créer une expérience affinitaire de votre univers et aussi de la valeur ajoutée à apporter à vos cibles en vous entourant d'experts s'il le faut. Et du coup, comme on est dans un contexte business compliqué, définissez vos KPI pour pouvoir être toujours dans une démarche responsable et héroïste et garantir de l'impact. Parfait, merci beaucoup. On les applaudit très fort.